Bon, commandant, nous avons commencé tout d'abord par savoir, avec ce retard de pluie, quel effet fera ce retard de pluie sur les arbres? Je vous remercie. Je pense que ce retard va affecter négativement, en tout cas, tous les êtres vivants, mais en premier lieu les arbres et les plantes. Parce que d'abord, c'est un retard, vous l'avez dit, les espèces forestières et arbustives, physiologiquement, sont déjà adaptés à un certain rythme. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés à une certaine lame d'eau, mais aussi à une certaine répartition de la pluie sur l'année. Donc à une certaine période, physiologiquement, les arbres s'apprêtent à recevoir la pluie. Donc si la pluie ne vient pas, ça fait une perturbation et donc ça fait des conséquences négatives sur le développement, mais aussi sur la productivité de ces espèces. Donc comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas une chose qui est en tout cas positive pour le bon développement et le bon comportement des arbres, mais aussi de tous les écosystèmes en général. Bon, avant, Thiès était parsemé d'arbres ombragés, d'arbres à ombre ou bien des espèces pareilles. Raison pour laquelle même on avait appelé cette rue la rue sans soleil. Mais actuellement, on a constaté qu'il n'y a plus presque d'arbres. À quand le reboisement de la ville, le reboisement urbain? Là, vous posez une question assez pertinente parce que vous avez dit avant et après. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand vous dites avant, j'imagine que vous parlez de peut-être il y a 20 ans, 30 ans, parce que les axes routiers, les hayaks qu'on remarque ici dans la ville de Thiès, sont dans cette fourchette d'âge-là. Mais depuis quand on était jeune, en 80, il y avait déjà ces hayaks. Donc ça veut dire que c'est des plantations qui ont duré. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans ce contexte avant, c'était des plantations en régie, ce qu'on appelle les plantations en régie. C'est le service des eaux et forêts en personne qui était responsable de la production des arbres, de la plantation et de la surveillance. Et l'État mettait les moyens conséquents par rapport à ça. Depuis maintenant plusieurs années, depuis les années 90, le contexte a changé. On a transféré certaines compétences aux communes. Donc, la plantation dans les espaces urbains, périurbains, ressort maintenant des communes. Et même en dehors des communes, même avant qu'on parle de la communalisation, on parle de communauté rurale, c'était les collectivités territoriales qui étaient responsables dans le domaine public de la gestion, donc y compris le reboisement, la revitalisation. Peut-être les communes n'ont pas aussi tous les moyens, c'est pourquoi nous, en tant que service étatique, on continue à les appuyer. Mais aujourd'hui, c'est dans la commune de Thiès, c'est la responsabilité de la commune, ou bien des communes, de prendre en charge cet aspect-là. Maintenant, ces communes-là peuvent se faire accompagner par les services techniques des eaux et forêts pour l'acquisition des plans, pour comment faire le reboisement, en tout cas un appui technique. Mais la responsabilité incombe aux communes. Nous, on est là en tant que service d'appui et de conseil. Bon, il y a aussi la pépinière de Diakhao qui fournissait de jeunes arbres, mais actuellement, qu'est-ce qu'on dit que ça c'est un peu freiné? Non, ça c'est pas freiné. On continue toujours à produire. Cette année seulement, on a produit dans la région, sur l'ensemble des pépinières, nous en sommes sur la production globalement à plus de 1 900 000 plants. Et la pépinière de Thiès a produit une bonne partie. Seulement, comme je vous l'ai dit, le contexte a changé. Actuellement, avant, c'est la pépinière en régie qui produisait pour tout le monde. Maintenant, il y a de plus en plus de privés
qui s'investissent dans la production de plants. Même dans Thiès-Ville, vous avez des privés qui ont leur pépinière, qui produisent et qui vendent des plants. Est-ce que c'est normal ça? Oui, c'est très normal. C'est quelque chose qu'on encourage. C'est quelque chose qu'on encourage. Parce qu'on tend vers la responsabilisation des personnes. Parce que quelqu'un qui prend un plan, qui se déplace, qui va acheter un plan, qui met de l'argent pour acheter un plan et qui le reboise, il ne va pas le laisser mourir. Il va s'en occuper, ça veut dire qu'il en a besoin. C'est différent de quelqu'un qui trouve chez lui, il croise les bras, il dit voilà un plan, il faut reboiser. Tu n'es pas sûr que ça va réussir. Donc si quelqu'un de sa propre initiative va acheter un plan ou bien produire des plans et les vend, ceux qui vont les acheter, c'est ceux qui vont s'en occuper. Donc c'est quelque chose que nous encourageons. Seulement ce que je veux dire, c'est que la pépinière de Tahaou, peut-être la production a diminué, mais on continue à produire tout simplement parce qu'on a aussi on a décentralisé. On a des pépinières à Tivaouane, on a des pépinières au niveau des arrondissements, on a des pépinières, il y a même des triages. Des postes à Djogo, si vous allez à Djogo, à Noutogouidjama, à Tasset, à Tchenaba, partout où il y a un agent des eaux et forêts, si petit soit-elle, vous avez une petite pépinière. Donc on a décentralisé, délocalisé un peu la production, ce qui fait que Djahab produit de moins en moins, mais cela ne veut pas dire qu'on ne produit plus. Cette année, vous y allez, si vous y êtes allé cette année, il n'y a même pas 2 mois, vous vous rendez compte que la culture a été entièrement refaite. On a remis de nouveaux grillages. Il y a un forage qui fonctionne, donc ça veut dire que la pépinière est bien et produite. Actuellement, on est en pleine campagne de reboisement, on a démarré la campagne de plus. Mais jusqu'à présent, on continue à remporter, à semer, parce que les manguiers qu'on va donner l'année prochaine, c'est maintenant qu'on va les semer pour qu'ils fassent 1 an en pépinière. Donc la pépinière, saison des pluies comme saison sèche, vous y allez, il y a des manœuvres qui travaillent et qui travaillent pour la production de bois. Il y a de cela 2 ou 3 ans, bon, le village de Sinkirasayo a été reboisé par les eaux et forêts. Comment se passe la surveillance? En fait, Sinkirasayo, c'était dans le cadre de le partenariat que le protocole les eaux et forêts ont signé avec l'AIBD et ceux qui sont en train de charger de construire l'autoroute APA et la Touba. Donc, c'est un enrichissement. Ce n'était pas une plantation, c'est une partie de la forêt classée parce que l'aéroport et l'emprise de la route passent dans la forêt classée. Donc, en compensation, les promoteurs s'étaient engagés à créer des mises en défense, des zones de restauration et d'enrichissement. Donc, les plans qu'on avait mis, c'était pour enrichir, pour diversifier les espèces qui sont à l'intérieur. Et ça continue de se faire. La surveillance, c'est sous la responsabilité des eaux et forêts. Et nos services, ils veillent, ils vont. C'est vrai que c'est un enrichissement. Donc, ce n'est pas une plantation en bloc où vous avez des plants qui sont rapprochés. On prend des poches où il n'y a pas beaucoup d'espèces forestières et on essaie d'enrichir. Mais la surveillance est sous la responsabilité du service des eaux et forêts. Comment les eaux et forêts font pour surveiller les arbres? En brousse ou bien quelque part, ça dépend. D'abord, on fait des patrouilles. On fait ce qu'on appelle la police forestière. On fait des patrouilles en forêt. On fait des contrôles sur les axes routiers pour voir si les gens ne transportent pas des produits issus de coupes illicites ou pas. Mais aussi, on a un système de renseignement, comme tous les services de l'État qui travaillent dans la répression. Nous avons aussi des agents qui nous renseignent sur les actions néfastes. Mais aussi, on travaille surtout avec les populations pour les sensibiliser. Parce que, comme je vous l'ai dit, avant les indépendances et même juste après, les services des eaux et forêts, c'était essentiellement, sinon que de la répression. Chemin faisant, on s'est rendu compte que la répression, peut-être, ça ne pouvait pas manquer, parce qu'il y a toujours des récalcitrants. Mais ce qui devait arriver d'abord, ce qu'on devait mettre en premier plan, c'est la sensibilisation, l'information, pour que les populations prennent conscience, soient sensibles sur la nécessité de préserver les écosystèmes, sur la nécessité, l'importance de l'arbre et la nécessité de s'investir et de protéger les plantations. Donc, nous travaillons surtout pour que les populations elles-mêmes soient les premiers policiers de la protection de la nature. Donc,
Aujourd'hui, au niveau de plusieurs villages, vous avez des comités de surveillance. Si vous êtes dans les bandes de Filao, on a organisé les villageois en comité intervillageois, en comité villageois, pour que eux-mêmes, pour ces populations elles-mêmes prennent en charge ces éléments-là. Et le service des eaux et forêts n'intervient que quand vraiment en extrême urgence, si vraiment il faut imposer l'ordre et faire rappeler à certains récalcitrants les obligations qui pèsent sur la protection de la forêt. Si par malheur vous rencontrez un coupeur de bois sans autorisation, qu'est-ce que vous faites? D'abord, comme je vous l'ai dit, on l'interpelle et on essaie de comprendre son acte. Pourquoi il a fait telle chose. Ensuite, on le sensibilise, on l'informe. Si ce n'est pas un récidiviste, on le sensibilise, on l'informe de l'infraction qu'il a. Parce que parfois, la personne peut fauter en connaissance de cause. Il y a d'autres qui fautent par connaissance de la réglementation ou bien, en tout cas, par mégarde. Donc, on essaie de comprendre la justification. Si ça nécessite une sensibilisation, et que si la sensibilisation suffit, on le sensibilise, on lui demande, on lui montre la voie à emprunter prochainement pour que pareil acte ne se reproduise pas. Le cas échéant. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est récalcitrant ou bien qui fait de la résistance, force reste à la loi, on applique la réglementation dans tout sa rigueur. Avez-vous un personnel suffisant pour couvrir toutes ces surfaces? Nous, à défaut d'avoir les moyens de sa politique, nous faisons la politique de nos moyens. C'est-à-dire que les agents que nous avons, les moyens logistiques que nous avons, nous faisons de telle sorte que ça puisse suffire pour faire le travail correctement. Maintenant, on revient sur la journée de l'arbre. L'arbre qui a été choisi, c'est lequel? C'est le bér en Wolof. Sclerocaria birea, son nom scientifique, que les Sérères appellent aussi arit. C'est une anacanthéacée qui produit un fruit, en tout cas comestible. Une baie qui est comestible, qui est comestible par l'homme. On peut le sucer, on peut en faire du jus, mais aussi on peut l'utiliser à d'autres fins, les feuilles. Et l'écorce, on peut l'utiliser sur le plan de la pharmacopée pour combattre les maladies parasitaires, pour soigner des infections, l'irritation des yeux. Donc c'est une plante qui a beaucoup de vertus médicinales, mais comme pour les arbres, avant même d'arriver à ce stade-là, rien que la présence d'un arbre, c'est déjà quelque chose parce que ça fixe le sol, ça purifie l'air. En utilisant le CO2 dans la photosynthèse et en rejetant de l'oxygène, ça on l'apprend au secondaire ou même à l'école primaire. Donc ça lutte contre les vents. Rien que le fait de marcher, d'être fatigué et de s'asseoir au pied d'un arbre, ça n'a pas de prix. Donc il y a toutes les espèces forestières ont leur utilité et c'est pourquoi nous avons mis le feu cette année sur le bér. Et c'est une espèce malheureusement qui est menacée. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas le bér. C'est pourquoi cette année on a choisi cet arbre comme arbre parrain pour le vulgariser, le sensibiliser pour que les populations se rappellent de cet arbre-là et fassent encore des efforts pour le faire revenir. Comment cet arbre est choisi? Comment on le choisit, l'arbre? Le parrain? L'arbre parrain, ça c'est les autorités du pays qui chaque année, suivant les contextes, la situation des espèces et autres, qui disent que cette année, voilà, l'arbre parrain au niveau national, mais au niveau de chaque région, une région peut choisir aussi une espèce. Parce que l'espèce peut ne pas être une espèce emblématique dans la région, ou ne peut ne pas être très connue. Mais donc, dans chaque région, on donne aussi la latitude aux autorités de choisir une espèce comme comme arbre parrain pour la région. Mais au niveau national, ça c'est les autorités étatiques qui choisissent l'arbre parrain.
Votre mot de fin pour ceux qui font exprès de détruire la forêt ou ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe? Bon, le mot de la fin, peut-être encore inviter les populations. Le thème de cette année, c'est l'arbre à milieu urbain et périurbain. Le slogan, c'est plantons, façonnons les poumons vers demain. Ces deux leitmotifs, je pense que suffisent à relancer les populations, en tout cas appeler les populations à une plus de conscience. Vous l'avez dit dans l'entame de vos questions, le retard de la pluie. Les scientifiques ont fini de démontrer la corrélation qu'il y a entre l'existence des arbres et la fréquence des pluies. Donc, inciter chacun de nous à planter, au moins, nous sommes 15 millions de Sénégalais. Si chaque année, chaque Sénégalais plante un arbre et fasse de telle sorte que cet arbre-là survive, au bout de 10 ans, c'est 150 millions d'arbres. Au bout de 100 ans, c'est 1,5 milliard d'arbres. Donc, les arbres que nous utilisons aujourd'hui, la plupart, ce n'est pas nous qui les avons plantés. On les a trouvés sur place. Soit ce sont nos grands-parents ou nos parents. Faisons de telle sorte que aussi, nos enfants, nos petits-enfants qui viendront, puissent trouver des arbres. Et ils ne pourront le faire que si nous, actuellement, nous faisons des efforts de reboisement et au moins de conserver le peu qui nous reste. Sinon, nous serons fautifs et nous aurons en tout cas, nous serons fautifs vis-à-vis de nos descendants.